bienvenue pour ce premier Tech Chat. Alors, aujourd'hui, on va parler mob programming avec Julien ici, bon, et Winston. Hein. Vous avez fini de manger, vous avez votre café, alors préparez-vous. On est parti pour 20 minutes à discuter mob programming. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une discussion ouverte. Donc, du coup, vous pouvez lever la main. Je ouvrirai votre micro pour vous poser des questions à Julien. Et si vous préférez les poser par écrit, c'est facile, c'est moi qui ferai votre voix et je poserai des questions à Julien. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai des questions. On n'aura peut-être pas toutes les réponses. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, on verra. En tout cas, on est en mode Tech Chat, petit café, et puis je vous laisse la parole. Allez, on est parti. Qui veut prendre la parole en premier ou nous écrire une première question? Ok, alors je vais poser ma première question, comme ça on va démarrer. Julien, quand on a travaillé ensemble sur l'article, etc., je me suis posé pas mal de questions et notamment une, c'était liée à la méthodologie, mais surtout aux rotations que vous faites toutes les 30 minutes. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi 30 minutes comme rotation. Ouais. Alors déjà, on n'a pas vraiment choisi, on a appliqué, au départ, on a juste appliqué les bases de la méthodologie qui dit bêtement, il faut changer de rôle entre le driver, le navigateur assez régulièrement. Donc après, les 30 minutes, on a fait des tests au début, c'était plutôt plus long, parce qu'on avait tendance à pas avoir un bon timekeeper. Après, on s'est rendu compte que effectivement, les bénéfices de tourner régulièrement, ça permettait aux gens d'être plus focus, sachant ça allait bientôt être à nous de jouer le rôle de navigateur ou de driver. Donc on permettait de garder les gens focus et également ça permet de donner la parole plus équitablement, parce qu'il y a souvent dans l'équipe quelqu'un qui est un peu plus qui aime plus parler ou quelqu'un qui est plus réservé, tout ça. Du coup, le fait de tourner assez régulièrement avec un bon timekeeper qui dit toutes les 15 minutes ou toutes les 30, on change, ça permet vraiment de donner la parole à tout le monde et d'avoir une communication plus sympa, plus cadrée, on va dire. Ah d'accord, ok. Donc c'est bien, c'est motivant, c'est dynamique. Et... Ouais. Mais d'abord, il faut d'abord appliquer les règles telles quelles et ensuite on découvre un peu les bénéfices, quoi. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait. On a essayé de l'appliquer tel qu'était mis dans la méthode et ensuite on s'est rendu compte de quels étaient les bénéfices et pourquoi il fallait vraiment faire ça, quoi. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un lève la main? Sinon, j'ai peut-être des questions à l'écrit. Alors, est-ce que vous savez comment on lève la main déjà? Vous avez un petit bouton qui fait une main comme ça. C'est main levée. Donc, n'hésitez pas à la lever si vous souhaitez. Le but, c'est de pouvoir s'exprimer. Très bien. Alors, j'ai une question là par un des participants. C'est quoi la différence entre le pair programming et le mob programming? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est quand même, au final, ça paraît assez proche parce que ça reste plusieurs personnes qui essayent de travailler ensemble sur un seul sujet. Si je devais dire la différence principale, je pense que c'est que en pair programming, si on veut profiter des avantages du mob programming, on va dire, il faut que toute l'équipe soit sur le même sujet, ce qui permet d'avoir un bon focus, de ne pas avoir besoin de faire de passage de connaissances, de revue de PR ou tout ça. En gros, du mob programming, c'est du pair programming étendu à toute l'équipe. Par contre, pour vraiment profiter des avantages, il faut vraiment que ce soit toute l'équipe. Parce que c'est vrai que sinon, tu repères ton temps à essayer de passer les infos de synchro et de dire là, on a fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Alors que là, si toute l'équipe est présente au moment du dev, ça permet d'avoir le bon brainstorming et d'éviter de perdre ce temps en synchro entre les membres de l'équipe, quoi. Ça permet de faire du ramp-up à tout le monde et tous les avantages qu'on peut avoir au mob programming. Mais alors, du coup, par rapport au pair programming, et là, c'est moi qui pose la question, il n'y a plus d'avantage à faire du pair programming finalement. Mais si, ça dépend des sujets justement, parce que de notre expérience, en tout cas, on a vite remarqué que pour faire des petits bugs fixes, être à 5 pour faire un gros brainstorming et réfléchir à toutes les solutions de fixe possibles, c'est pas forcément le plus adapté. Donc, faire une session de pair programming pour faire des plus petites tâches qui ont besoin de moins grosses réflexions, on va dire, juste faire un petit bug fixe ou faire de la traduction ou des choses comme ça en pair programming, ça permet d'avoir comment dire,
ça permet d'avoir quand même quelques avantages d'être en pair. De toute façon, pour moi, je suis plutôt pour la méthodologie de faire du pair plutôt que travailler chacun dans son coin et de faire de la revue de pull request. Tout ça, moi, je suis 100% pour faire du pair, quoi. Ouais. Mais du coup, faire du mob programming, c'est forcément plus coûteux. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est sur le sujet. Du coup, il faut l'utiliser à bon escient, quoi. Pour faire des choses moins conséquentes, c'est plus efficace souvent d'être en pair. Sachant que tout le monde n'a pas besoin d'être au courant du petit bug fixe que tu viens de faire. Donc D'accord. c'est Ok. Ah, tiens, on a encore une autre question à l'écrit. Ok, alors, est-ce que tu as essayé avec des tailles d'équipes différentes jusqu'à 5, 10 ou 15 personnes? Alors nous, c'est là que on va dire, notre expérience perso est assez limitée. C'est que nous, on a expérimenté ça que sur notre équipe, enfin, chez Bonita, on a décidé de découper les équipes aux alentours de 5 personnes, on va dire, ce qui nous paraissait le plus efficace. Et donc nous, notre équipe, elle fait 4 personnes ou 4 développeurs plus le PO. Et donc on a pu tester que ce nombre de personnes. Ça nous a paru hyper adapté, surtout que nous, on avait deux nouveaux arrivants dans l'équipe, donc qui connaissaient pas forcément les API Bonita ou qui avaient plein de ramp-up à faire sur le produit Bonita en lui-même. Ils sont venus arriver avec leurs compétences, qui ont apporté tout ce qu'ils avaient apporté, mais ça n'empêche qu'il y a un certain ramp-up technique sur le produit à faire, quoi. Donc le mot programming, ça nous a vraiment aidé à intégrer ces nouvelles personnes dans notre équipe de 5, de faire leur ramp-up super vite et comment dire, et aussi d'apprendre à communiquer avec eux, parce que enfin, quand tu as des nouveaux qui arrivent dans ton équipe, le plus gros, le plus difficile au début, bah, c'est d'apprendre à travailler ensemble, quoi. Finalement, le mob programming, ça donne un petit cadre de départ qui te permet de travailler ensemble plus efficacement et en limitant les frustrations. Sinon, c'est compliqué de dire à qui est la parole. Du coup, la méthode de mob programming te permet de mettre un petit peu un cadre sur qui a la parole, qui fait quoi, et de donner un temps de parole à peu près égal à tout le monde, ce qui limite la frustration possible. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses, quoi. Et pour continuer sur cette question, du coup, vous avez prévu de l'élargir ou pas, ou ça va pas avec le modèle Bonita? Bah après, vu que chez Bonita, chaque équipe est autonome, du coup, c'est à l'appréciation de chaque équipe de voir, bah, nous, on a présenté notre travail en disant voilà comment on le fait. Je sais qu'il y a des équipes qui l'ont déjà un peu expérimenté sans le mettre vraiment en place aussi intensivement que nous, parce que nous, on en fait quand même au moins une demi-journée par jour, on va dire. Donc la moitié du temps, on fait du mot programming, l'autre moitié du temps, on fait des tâches plus perso ou plus, comment dire, plus des petites tâches qu'on fait plus en pair programming et tout ça, quoi. Après, on a aussi la petite nuance qu'on a ajoutée, nous, c'est que on est 5 personnes, dont la PO, et qui est aussi notre ergonome au passage. Et donc, elle, maintenant, elle participe plus à 100% de nos programming. Elle participe que quand on a vraiment des sujets où on sent qu'on a besoin de son aide, qu'on est bloqué sur un petit problème de roadmap ou bloqué sur un problème de UI un peu complexe. On l'appelle alors à ce moment-là, ce qui permet à elle de pouvoir faire des trucs plus de son côté. Sachant que pour tout ce qui est dev technique, bon, bah, elle est un peu moins pertinente peut-être, et surtout, on peut avancer facilement sans elle, quoi, sur ces points. D'accord. Une autre question. Combien de temps a duré l'adaptation pour être de nouveau performant? C'est-à-dire tout le temps de ramp-up, en fait, disons que vu que nous, on a démarré le pair programming peu de temps après après d'avoir intégré donc nos deux nouveaux membres d'équipe. Donc on avait déjà un peu, on se cherchait déjà un peu au niveau du roulement de l'équipe, comment. Donc de passer en mode programming, ça nous a directement boosté parce qu'en fait ça a boosté plusieurs choses. Ça a boosté la qualité de ce qu'on sortait, ça a boosté la quantité de choses qu'on sortait, et ça a aussi boosté pas le moral de l'équipe, mais la satisfaction de l'équipe. Parce qu'en fait, le fait d'être tous ensemble en groupe, on s'est aperçu qu'on arrivait déjà à se canaliser tous, à faire des petites itérations de petits trucs. À la fin de notre journée, on avait sorti des trucs, on avait commité des trucs sur Master, et on était content de ce qu'on avait fait, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, puisque on était la plupart du temps en pair, on développait des petits bouts de trucs, c'était revu par un autre, enfin, ça roulait pas si bien, du fait que on était obligé de splitter les compétences, et du coup, c'était vraiment pas si bien. Donc, par rapport à notre équipe, c'était un gain immédiat, quoi.
Après, par rapport à une équipe qui a déjà une bonne autonomie et qui a déjà un bon roulement, ça, je ne saurais pas te dire. Faut expérimenter. Je pense que ça peut être très différent en fonction des équipes. Parce que tu peux utiliser le mode programming aussi, peut-être quand tu as des tensions d'équipe pour essayer de les libérer, ou tu vois, ça peut être à but très différent, quoi. Nous, le but principal au début, c'était vraiment de se dire, on va faire du ramp-up hyper vite, puis on va voir si ça peut un peu améliorer notre temps Votre de travail, efficacité, notre quoi. efficacité. Ouais. Ouais. Et il se trouve que sur tous les sujets, on a été vraiment satisfait. D'accord. Peux-tu en dire un peu plus, du coup, sur la façon dont ça circule au niveau parole, qui est-ce qui parle, qui s'adresse à qui? Sur la vidéo qu'on a fait ensemble, Mhm. on voit quand même que le pilote, il code, que le navigateur, il parle, mais est-ce que le pilote, il parle aussi aux chercheurs ou pas? Est-ce que, voilà, Mhm. en savoir un peu plus sur comment ça marche au niveau communication, quoi. Disons que normalement, la théorie, c'est que les chercheurs, enfin les personnes qui sont ni drivers ni navigateurs, sont censés ne parler qu'au navigateur, qui lui donne les directives à celui qui code au clavier. Euh, Nous, au début, ça, on l'a pas vraiment bien fait, c'est-à-dire que c'était un petit peu la foire et on s'est aperçu que bah, du coup, ça créait vite, enfin, ça recrée vite un peu peut-être des frustrations dans le sens où celui qui est au clavier, il sait plus qui écouter, quoi. C'est Ouais. vraiment important de respecter que celui qui est au clavier, il écoute les directives de celui qui est navigateur. Ça permet à celui qui est navigateur d'aller au bout de son idée, parce que des fois, il a une idée d'implémentation. Donc, le fait de l'implémenter et d'en parler un peu avec les autres, mais d'aller au bout pour montrer aux autres, bah, voilà ce que j'avais envie de faire, parce que peut-être il va mal l'expliquer aux autres. C'est mieux de l'implémenter rapidement que de l'expliquer. Donc, c'est vraiment important au plus possible que les chercheurs ne parlent qu'au navigateur et que le navigateur ait cette communication directe avec le mec qui est au clavier. Pense. Parce que sinon, ça crée vite un peu un brouillon, surtout si la taille d'équipe est plus grosse. Là, nous, on est à 4 personnes, mais plus de personnes, j'imagine, ça peut être encore plus compliqué surtout pour celui qui est au clavier, quoi. De toute façon, on s'en est rendu compte vite du fait que les rôles tournent régulièrement. Tu vois vite que quand c'est toi qui es driver, donc au clavier, et que tu entends tout le monde qui te parle à gauche et à droite, tu dis pause, moi je vais écouter lui. Tu vois, c'est trop compliqué, quoi. Au secours, il y Donc, en ouais, a trop. c'est pour ça que la règle s'impose d'elle-même au final, mais c'est bien si on peut la respecter dès le début, c'est parfait, quoi. Tiens, on va donner le micro à un des participants qui a levé la main. Euh, Attends, je vais essayer de lui donner le micro. Hop, c'est bon, Unai, tu peux parler. Bonjour. Oui, bonjour et bon anniversaire. Il paraît que c'est ton anniversaire. Donc. Oui, mais fallait pas le dire. Je sais pas, on est connecté parce que ma question allait surtout dans ce qui vient de poser Delphine. Ça m'intriguait du coup, comment est-ce que le pilote, par exemple, il peut se restreindre enfin, il peut résister de mettre ses idées quand il est en train de piloter? Enfin, est-ce que quand la répartition des rôles, donc très vraiment démocratique parce qu'il y a les tours de rôle, mais quand même pendant la demi-heure où les rôles sont très bien définis, est-ce que on est censé vraiment respecter le rôle à la lettre? Ouais. Est-ce que Alors ça, si le pilote a une suggestion à faire sur est-ce qu'on est en train de coder, est-ce qu'il doit attendre qu'il devienne chercheur? Est-ce que comment ça se passe? Enfin, quelle est du coup avec l'expérience que vous avez eue? Est-ce que vous avez eu cet apprentissage et comme tu étais en train de raconter un petit peu, et du coup, c'est vraiment quand on respecte que ça devient efficace ou voilà, c'était ça le but de ma en question. fait, ouais, on a eu exactement ce problème, je pense, au départ. C'est que c'était dur, comme tu dis, c'est dur de résister à la frustration de dire je suis en train d'être driver et je dis rien. Nous, au départ, on avait tendance un peu, tout comme les observateurs, enfin les chercheurs parlaient, donnaient tous leur avis au driver, le driver avait tendance aussi on avait tendance à pas assez bien respecter les règles au tout début. Du coup, bah, ça faisait partie un peu du brouillon de départ où, ne respectant pas très bien les règles, ça roulait moyennement. Après, ce qu'on a amélioré dans notre itération 2, on va dire, on s'est dit, bon, on va plus respecter les règles. Donc, on a subi cette frustration un peu au début de celui qui tape, il dit rien, même si c'était un peu dur, comme tu dis, quoi. Mais avec l'expérience, on va dire, chacun trouve sa place dans ce groupe de 4 qui travaillent ensemble. Et maintenant, je pense que c'est plus fluide dans le sens où chacun a un peu sa place.
on respecte facilement les temps de parole, vu qu'on a tous ramp-up sur le sujet, on a tous plus de connaissances, donc on est tous plus à l'aise à se parler. Et je pense qu'on en fera un peu plus les règles maintenant, qu'on a un peu trouvé notre place au sein de ce groupe de 4 qui code sur une seule machine, quoi. Et donc, ouais. Donc, je dirais qu'au début, c'est important de respecter, même si c'est frustrant. Et tu peux te permettre, je pense, une fois que tu vois que ça roule bien, de transgresser un peu les règles et de dire, bon, bah, ok, là, je vais me permettre quand même de donner mon avis, parce que je pense que ça peut faire avancer les choses, quoi. D'accord. Merci, Unai. Hop. Ah bah tiens, une autre question. Quelle répartition du temps pour faire du mob programming par rapport aux autres activités? Bug fix, synchro avec les autres équipes, etc., etc. Ouais. Alors, donc ça, nous, par rapport à comment ça marche chez Bonita, donc on a un sprint planning toutes les 2 semaines et les bugs fixes, ils rentrent dans nos sprint planning. C'est vrai que dans le sprint planning, on dit, bah, on a 4 bugs fixes à faire et on a telle feature qu'on veut implémenter. Donc à partir de là, bah, nous, on s'arrange un peu suivant les dispos. Et après, bah, on essaye de réserver du temps. Donc en général, c'est plutôt le matin, on fait nos activités perso, les bugs fixes et tout ça. Et l'après-midi, on se regroupe tous pour se mettre en paire sur la feature et essayer d'avancer la feature. Et après, bah, du coup, finalement, c'est plus facile enfin, par rapport aux gestions des interruptions. C'est plus facile parce qu'on a aussi des activités transverses où par exemple on va faire, il y a une activité CI ou des choses comme ça. Donc quand on a un meeting pour participer à la CI ou pour une release ou des choses de ce genre, c'est facile de tous arrêter le mode programming et d'aller à ce meeting de release. Vu qu'on est tous sur le même sujet, on peut mettre en pause, aller participer à une réunion à côté et revenir et rattaquer le sujet. On est tous au niveau puisqu'on était tous sur la feature. Donc la répartition, c'est plutôt ça, quoi. C'est un des avantages aussi du mob programming, c'est que ça limitait beaucoup les interruptions, enfin du temps où on était tous dans les bureaux, on va dire. C'est vrai que les personnes venaient moins déranger un groupe de 4 ou 5 personnes qui travaillent ensemble. Donc de ce côté-là, on était vraiment bien focus. Et après, bah ouais, il y avait ce temps le matin où on était plus à se faire du pair ou faire des activités perso, et plutôt l'après-midi quand on le pouvait. Après, ça arrivait qu'on fasse des journées entières de mob programming. C'est vraiment en fonction des emplois du temps de chacun, quoi. Mais d'ailleurs, moi, j'en profite. Comment vous avez fait après le confinement? Vous m'avez parlé de Meet, etc. Enfin, vous avez pu continuer à fonctionner comme ça Bah, du coup, oui. Ça a rien changé parce on avait déjà on faisait déjà un peu de télétravail avant le confinement. Donc, on a déjà eu des cas où on avait une personne en remote et genre moi j'étais chez moi et le reste de l'équipe était chez Bonita et on faisait du mode programming quand même comme ça. C'est moins confortable parce que tu te sens pas, t'as pas le même niveau de communication à tout le monde, même si ça passait, ça allait quoi. Mais c'était quand même moins confortable, mais on l'a déjà fait. Du coup, de passer tous en remote, bah, ça n'a pas posé plus de contraintes. La seule contrainte, c'est qu'on est obligé d'avoir tous un environnement. Des fois, il y a des environnements de développement un peu lourds où on a besoin d'un studio ou d'une grosse base de données setupée pour avoir ce qu'on veut. Là, ça force à répliquer ça chez tout le monde. Mais sinon, c'est pas l'important, c'est vraiment d'avoir un bon micro et c'est parti, quoi. C'est vraiment Ok, ça le primordial. bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a encore une autre main levée ou donc du coup on a répondu à la question qui arrivait en même temps sur le programming. Est-ce qu'il y a des types de projets ou des contextes plus favorables que d'autres au déploiement et au test côté mot programming? Euh, alors, moi, je pense, enfin, pour notre expérience, en tout cas, je pense qu'on était dans un cas idéal du fait qu'on avait 2 nouveaux développeurs à intégrer, comment dire, qu'on cherchait un peu le roulement de l'équipe, donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. On a vraiment tiré parti le plus possible de tous les avantages. Peut-être que ça peut être bien de rappeler comment vous codez. Est-ce que vous faites tout ce qui est CI derrière, intégration, test vous-même ou comment ça marche? Après, oui, ouais, c'est vrai que nous, l'équipe, elle est responsable de faire toute l'avant-phase de réflexion, d'architecture, de tout ça, de coder une feature, de coder les tests qui vont avec la feature, de déployer ça sur les CI, de faire la maintenance aussi, c'est-à-dire que c'est nous qui codons des features, mais c'est nous qui fixons les bugs sur les features aussi, c'est pas. Donc voilà, et donc je pense que c'est ce qui aide beaucoup, enfin,
les deux se vont de pair, on va dire. C'est le fait de travailler avec des petites itérations, donc d'utiliser un peu les méthodes agiles et tout ça pour découper des grosses features qui pourraient avoir des effets tunnels monstrueux en petites itérations. Et après, le mode programming, ça se complète bien avec ça parce que l'équipe de mode programming peut prendre un sujet, une petite brique qui a été découpée, l'implémenter au plus vite et enchaîner. Enfin, c'est comme du pair, programming au Ouais, final. mais Ouais, avec non, je vois l'équipe, pas le. quoi. Ouais, je vois pas de. Je crois qu'il est l'heure. Eh oui, il est l'heure. Pas Eh du ben, tout. ça passe vite, hein. On a pas eu le temps de dire Donc grand-chose. j'espère que vous avez bien pris votre café et que surtout que ça a bien répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On peut aussi les prendre sur le canal Discord qu'on a créé pour ça. On les fera passer à l'équipe qui travaille avec Julien. Pas de souci. Et puis, du coup, ça permettra éventuellement de suivre les discussions. Attends. Alors, j'ai une dernière question quand même. Est-ce qu'on peut la prendre quand même, cette petite dernière question? Il y a une question sur l'outillage, justement. Je pense que ça peut être intéressant quand même de la prendre. On va Ouais. juste répondre à cette dernière question avant de Ouais. quitter, si vous êtes tous là toujours. Est-ce que vous utilisez tous le même outillage, les mêmes IDE? Ou est-ce que vous switchez quand le driver change, c'est-à-dire on prend un PC, un environnement de travail, etc. Comment vous fonctionnez? Alors, on peut séparer les deux, le avant coronavirus et après coronavirus, on va dire. Donc, dans le avant, effectivement, on n'avait qu'une machine. Du coup, c'était l'IDE, c'était sur cette machine et tout le monde faisait avec. Donc, principalement, on utilisait IntelliJ parce que tout le monde était à l'aise dessus. Donc, voilà. Depuis qu'on est tous en remote 100%, c'est chacun son IDE, mais du coup, chacun est confortable avec son propre IDE. Quand c'est à moi de coder, j'ai mon IDE. Quand ça va être à Anthony de coder, il va avoir son IDE, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, je dirais, ça ne demande pas de matériel spécifique, surtout si tu le fais en remote, même si c'est moins confortable. Ça apporte moins le fait que chacun a son IDE, son clavier, tout ça, quoi. Et c'est juste l'important, c'est vraiment le bon micro pour avoir une communication fluide. Et c'est vraiment la clé du truc, c'est de pouvoir bien entendre les autres confortablement sans avoir des bruits, des bruits annexes. Même avant qu'on était dans l'open space, on a eu ce problème de ne pas être dans un endroit calme et ça perturbe vraiment beaucoup la communication. Et c'est la clé du truc de se parler, d'avoir des boucles de feedback hyper rapides au final. C'est ça aussi une grosse clé du mode programming, c'est que tu as des boucles de feedback. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu dans l'agilité, tout ça, d'avoir des feedbacks utilisateurs, tout ça. Là, on a des boucles de feedback d'un développeur par rapport au reste de l'équipe qui est immédiate. C'est pas je développe, je push et j'attends que quelqu'un me fasse un feedback sur j'aime pas ça ou ça c'est mal codé ou ça. Là, c'est vraiment en continu, on a du feedback à la seconde près, quoi. Donc c'est vrai qu'avoir un bon micro et une communication fluide, c'est vraiment l'outil essentiel, on va dire. Ok, bon micro, bonne communication, l'IDE, celui qu'on préfère pour être confortable pour travailler. J'imagine un bon écran et puis. Ça après, Et puis important quand aussi. même Bonita, quoi. Du coup. Après, Parce que sinon, je sais pas comment vous allez programmer. Hein. Super, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce premier Tech Chat. On va fermer maintenant ce Tech Chat, mais vous aurez un petit sondage pour savoir un peu ce que vous en avez pensé. Prendre aussi vos idées, voire même voir si vous êtes partant pour m'accompagner pour un prochain Tech Chat. Nous, on va finir notre café maintenant. Et puis, voilà, sinon, il va être froid. Bon après-midi, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Julien, ciao.